Je suis content d'être de nouveau ici pour les encadres physiques, donc merci pour l'invitation. Je m'appelle Richard Taillé, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Savoie, où j'enseigne donc la physique. Et mon laboratoire d'accueil dans lequel je fais de la recherche, c'est le laboratoire d'Annecy-le-Vieux de physique théorique. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, le sujet, donc l'antimatière dans l'univers, ça touche d'assez près le domaine de recherche dans lequel je travaille, plus que les conférences des autres années d'ailleurs. Donc la conférence va durer à peu près 1 heure. Je vais m'efforcer de ne pas dépasser de toute façon, je vais essayer de gérer ça correctement. Mais si vous avez des questions durant l'exposé, n'hésitez surtout pas à intervenir, à m'interrompre, autant que ça soit le plus vivant possible. Alors il va y avoir essentiellement 4 parties dans cet exposé. Donc, je vais vous présenter d'abord ce que c'est que l'antimatière, c'est le sujet de la conférence, donc vous donner une sorte de définition. Et puis je vais m'intéresser ensuite à ce qui concerne l'antimatière dans l'univers, en particulier dans notre galaxie, où est-ce qu'on la trouve, pourquoi, comment elle est formée, etc., pourquoi c'est intéressant. Je vous parlerai dans une 3e partie de cosmologie. Je me mettrai vraiment à l'échelle de l'univers dans son ensemble. Et je terminerai par une courte partie plus spéculative sur le sujet. Alors, je ne vais pas faire un gros cours de physique sur les constituants de la matière, mais j'ai besoin de rappeler vraiment quelques petites choses ici, donc je vais le faire maintenant. Donc vous savez probablement tous, sinon je vous le dis, que la matière qui nous entoure est faite de protons et de neutrons et d'électrons. Les protons et les neutrons sont des particules qui sont plus lourdes que l'électron, elles sont elles-mêmes composites, elles sont faites notamment de quarks. Leur structure est un petit peu compliquée et ce n'est pas ça qui va m'intéresser ici en fait. Les protons ont une charge électrique positive, les neutrons, comme l'indique leur nom, sont neutres, et les électrons ont une charge électrique négative. Et donc vous prenez un bout de matière, n'importe quoi, vous prenez cette table-là, vous en arrachez un petit bout de bois, toc, vous allez dedans essayer de sonder ce qui constitue, disons, ce bout de bois. Quand vous allez descendre à l'échelle de la cellule de bois, puis à l'échelle des molécules, puis à une échelle plus basse que celle des molécules, vous allez forcément tomber sur ces 3 éléments-là. Ce sont vraiment les briques élémentaires qui constituent la matière. Protons, neutrons, électrons. Alors il existe aussi d'autres particules, hein, ça on le sait depuis plus d'1 siècle. Il y a notamment des neutrinos, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en parler, des photons, des muons, il y en a tout un tas, on peut faire une liste comme ça énorme. Ce sont des particules, les autres, qui ne constituent pas la matière. Ça existe, je vous dirai où est-ce qu'on peut en trouver pour certaines d'entre elles, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut extraire de la matière qui nous entoure. Pour certaines d'entre elles, parce que ce sont des particules qui ne sont pas stables, et pour d'autres, parce qu'elles n'exercent pas des forces suffisantes entre elles ou avec le reste des particules pour se lier avec elles. Bon. Ces particules-là, notamment les protons, neutrons, électrons, peuvent interagir entre elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend assez tôt à l'école. Hein, quand vous avez des charges électriques, les charges électriques peuvent se repousser ou s'attirer. Elles se repoussent si elles ont le même signe, et elles s'attirent si elles ont des signes opposés. Et les protons, par exemple, attirent les électrons, et c'est ça qui fait que l'électron il reste localisé autour du proton, et c'est ça qui fait qu'on a des atomes, effectivement, qui sont des entités liées et stables, constituées d'électrons et de protons. La description de ces interactions-là, c'est quelque chose qui est assez complexe. Si on veut décrire ça de la manière la plus rigoureuse et la plus précise possible, il faut faire appel à la mécanique quantique. On sait aujourd'hui que le monde obéit à des lois qui ne sont pas celles que nous dicte l'intuition et qui sont celles de la mécanique quantique. Donc je ne vais pas du tout ici insister sur cet aspect-là, c'est juste pour dire le nom. Pour décrire la manière dont les charges électriques s'attirent ou se repoussent, il faut faire appel à une version quantique de la force de Coulomb, hein, qui repousse les corps, et c'est ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Donc ça, c'est une théorie qui a vu le jour au début du XXe siècle. Cette théorie quantique des champs, donc j'ai dit qu'elle était compliquée, c'est pas seulement qu'elle est compliquée, genre il va falloir un petit peu de temps pour l'apprendre, c'est qu'il y a dedans certaines... Dans les premières versions de la théorie quantique des champs, il y avait certaines incohérences, des choses qui, dans la théorie même, ne faisaient pas de sens. Ça arrivait bien à décrire certains phénomènes, mais pas tous. Et il y a eu toute une activité au début du XXe siècle pour essayer de rendre cette théorie quantique des champs
cohérente et plus efficace. Et en particulier, Paul Dirac, dont on voit la photo ici, au début des années 30, pour résoudre certaines de ces incohérences là, qui décrivent les interactions électromagnétiques dans le cadre quantique, a dû introduire une nouvelle particule qui est associée à l'électron et de charge opposée. Alors quand je dis introduire une particule, en fait, il ne s'est pas dit, tiens, je vais mettre une nouvelle particule et ça va marcher. Ce n'est pas ça qu'il s'est dit. Il avait une théorie quantique des champs donc, pour laquelle il y avait des défauts. Il en a fait une version plus élaborée, plus complexe. Et une des conséquences de cette théorie, c'était que, si cette théorie est correcte, il devait exister une nouvelle particule semblable à l'électron, mais avec certaines propriétés différentes, notamment la charge électrique devait être opposée, et puis une propriété liée au spin qui diffère aussi de manière un peu complexe. Bon. J'insiste ici sur le fait que c'est vraiment une prédiction théorique qu'il a faite, et là, en fait, le début du XXe siècle, au moment où ça s'est fait, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle façon de voir la physique. Hein. C'est-à-dire de faire confiance, vraiment, de faire une grande confiance à l'aspect mathématique. Avant ça, jusqu'à la fin du XIXe siècle, on avait quand même tendance à essayer de comprendre les choses avec les mains. Hein. Quand Maxwell, par exemple, a fait les équations de Maxwell qui décrivent l'électromagnétisme, pour les étudiants qui sont ici, vous avez probablement vu ça en cours. Pour Maxwell, hein, l'électromagnétisme, c'est un truc très concret. Il avait en tête un éther, un milieu autour de nous, qui était agité de tourbillons, de courants, etc. Et les lois de l'électromagnétisme, il les a établies grâce à ce modèle mécaniste d'un éther avec une structure complexe. À partir du XXe siècle, les choses changent. Ça change déjà avec Einstein. Quand Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, c'est déjà quelque chose d'assez mathématique, qui s'appuie sur des propriétés mathématiques de l'espace-temps. Là, avec l'électrodynamique quantique, la théorie quantique des champs, c'est pareil. Et donc, voilà, Dirac fait confiance aux maths. Il dit, ça a bien marché jusqu'à maintenant d'écrire l'univers avec des maths. Continuons, poussons le bouchon le plus loin qu'on peut. Et là, s'il le fait, les maths nous disent qu'il devrait exister une nouvelle particule. Et le truc de fou, mais vraiment le truc de fou, c'est que ça marche. Et en 1932, effectivement, cette particule, elle est découverte dans les rayons cosmiques, ça j'y reviendrai tout à l'heure, mais voilà, on voit cette nouvelle particule, un électron positif, en fait, hein, les gens vont appeler ça comme ça au début, et aujourd'hui on appelle ça en français le positon ou le positron, il y a les deux écoles qui se battent. J'ai mis positron ici, mais je préfère positon en fait, bref, on s'en fout. Donc voilà, l'anti-électron existe, et ça, c'est ça qu'on appelle à partir de ce moment-là l'antimatière. L'antimatière, ce sont les particules qui apparaissent quand on essaye de faire de l'électrodynamique quantique ou de la théorie quantique des champs, et qui ont des propriétés très semblables à celles des particules ordinaires, mais avec notamment un signe de charge qui est opposé. Alors, vous voyez qu'ici, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de sensationnel, à part le fait que les maths marchent, et ça, c'est vraiment un truc de fou, quoi. Mais l'antimatière, à ce stade, ce n'est pas un truc de science-fiction, une particule qui aurait des propriétés bizarres ou je ne sais pas quoi. Non, voilà, c'est un électron, mais qui est positif. Voilà. C'est une particule qui est stable. Vous prenez un électron positif, vous le laissez là dans le vide, il va rester là de manière indéfinie, de la même façon qu'un électron, c'est une particule stable. Donc voilà, c'est vraiment un jumeau positif de l'électron. On a découvert ensuite, au fil du temps, que en fait, toutes les particules avaient leur antiparticule. On ne les a pas forcément toutes détectées aussi facilement, mais les prédictions théoriques disent que ces particules doivent exister. On les a en fait découvertes les unes après les autres. Donc l'électron, le proton, le neutron ont leur antiparticule, le muon aussi, le neutrino, les quarks, voilà. Et j'ai mis ici le photon, ça j'en parlais tout à l'heure, mais le photon, c'est la particule qui est associée à la lumière, à l'interaction électromagnétique, mais du coup à la lumière. Et il se trouve que ce photon, c'est sa propre antiparticule. Donc le photon a bien une antiparticule, mais c'est une particule qui est absolument indiscernable de l'autre, elle a exactement les mêmes propriétés. Donc on dit que voilà, le photon est sa propre antiparticule. Bon. C'est peut-être le cas pour l'antineutrino, ça c'est une question qui est encore ouverte aujourd'hui. Et pour toutes les autres particules, non, l'antiparticule est bien différente des particules. Ces antiparticules, ici, peuvent interagir entre elles, se lier aussi pour former de l'antimatière. Et effectivement, de la même façon qu'un électron peut se mettre autour d'un proton pour former un atome, et par exactement les mêmes lois, exactement les mêmes, un anti-électron peut se mettre autour d'un anti-proton pour former un anti-atome d'hydrogène. Voilà, donc ça fait un anti-atome, et c'est exactement on s'attend à ce que ça ait effectivement les mêmes propriétés physiques qu'un atome d'hydrogène. Ce sont les mêmes lois qui régissent la liaison de l'anti-électron avec l'antiproton. Et alors je vous montrerai tout à l'heure une image, mais on arrive par exemple aujourd'hui de manière routinière au CERN à combiner des positrons avec des antiprotons pour former effectivement des antiatomes d'hydrogène et étudier ces machins-là, voir si ça a le même spectre par exemple que l'atome d'hydrogène, faire des tests de physique fondamentale avec ça. Alors, je vous ai menti en fait.
Je vais le faire encore plusieurs fois, mais là, vraiment, je vous ai vraiment menti. Je vous ai menti par omission. En fait, quand on dit que des particules interagissent, certes, elles se repoussent, elles s'attirent, mais ça veut dire aussi autre chose. Et ça, on le sait depuis l'avènement de la mécanique quantique et de la théorie quantique des champs. C'est qu'interagir, ça veut aussi dire se transformer en d'autres particules. Ça, c'est quelque chose qui heurte un petit peu le sens commun. On a un peu l'idée de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a l'impression que si on a deux trucs qu'on met ensemble, à la fin, on va avoir éventuellement deux trucs collés, mais pas d'autre chose que ce truc. C'est nul, une phrase avec truc, je vais le redire autrement. Quand, par exemple, je vais me baser sur un exemple. Quand une antiparticule, ici, par exemple ça, rencontre une particule, il peut se passer un phénomène, donc une interaction, un phénomène microscopique qui fait que ces particules disparaissent pour donner place à autre chose. Par exemple, ce n'est pas la seule option, mais c'est la plus probable, par exemple deux photons, donc de la lumière qui va être émise dans des directions opposées, et ces photons ici vont avoir des propriétés d'énergie et de longueur d'onde du coup bien définies. Donc voilà, ça c'est une prédiction de la théorie quantique des champs. Une charge positive, une charge négative, entre elles, elles s'attirent. Elles peuvent éventuellement d'ailleurs former un état lié. Un électron et un positron, par exemple, ça peut former un état lié, une sorte d'atome dans lequel le noyau est remplacé par un positron. Ça, c'est un état qu'on arrive à faire effectivement. Ce n'est pas un état stable parce que assez rapidement, ces deux particules ici, la particule et l'antiparticule, on dit qu'elles s'annihilent pour effectivement donner autre chose. Donc c'est ça la propriété de l'antimatière qui fait que ça a une aura un petit peu donc fantastique. Quand on parle d'antimatière, on se dit « il va se passer un truc de fou ». Bon. Effectivement, dans une particule d'antimatière que vous mettez en contact avec sa particule, elle a une probabilité assez importante de rapidement s'annihiler et disparaître pour donner, on dit parfois de l'énergie pure, mais c'est un peu débile, ça n'existe pas l'énergie pure, pour donner par exemple des photons ou d'autres particules aussi, c'est possible. Donc du coup, ça veut dire que le temps de vie d'une antiparticule dans notre monde à nous, qui est fait essentiellement de particules, il est court parce que cette antiparticule elle va rapidement rencontrer sa cousine de charge opposée et s'annihiler. Donc c'est ce que j'écris ici, une antiparticule ne survit pas longtemps dans notre environnement. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas stable, c'est juste parce qu'elle est dans un environnement très hostile. Alors, je vais vous dire deux mots maintenant sur comment sont créées éventuellement ces particules, notamment pour vous dire pourquoi il y en a autour de nous en ce moment, pourquoi ce n'est pas exotique spécialement l'antimatière. Et alors, je vous ai dit tout à l'heure que des particules, en interagissant, pouvaient donner d'autres particules. Ça, ce n'est pas seulement quand on en met deux ensemble. Même une particule toute seule, elle peut éventuellement se transformer en autre chose. Et alors, on a par exemple une première réaction ici que certains d'entre vous vont trouver très choquante. Et vous avez raison, et je vais vous dire pourquoi ça ne l'est pas. Donc le proton, par exemple, peut se désintégrer, se transformer en un neutron en émettant plusieurs choses, notamment un positron et un neutrino. Donc cette réaction-là, elle est choquante dans le sens où si on regarde ça naïvement, elle a l'air d'être interdite parce que le proton est plus léger que le neutron. Et une particule légère ne peut pas spontanément se désintégrer en un truc plus lourd. Ça veut dire qu'à la fin, on a plus d'énergie que ce qu'on avait avant. La conservation de l'énergie serait violée. Et de fait, effectivement, la réaction dont je vous parle ici n'est pas permise si le proton est isolé, comme ça. Mais s'il est dans un noyau, par contre, ça peut arriver, parce que le proton dans le noyau, il a de l'énergie d'interaction avec ses voisins, il a aussi une certaine énergie cinétique, il est en train de bouger dans le noyau, donc son énergie totale est plus grande que son énergie de masse. Et une partie de cette énergie, donc du coup, une partie de l'énergie du proton peut être transformée en masse pour donner des neutrons, des positrons et des neutrinos. Et donc la réaction qui est au-dessus peut se faire, et ça s'appelle une transmutation. On a un noyau qui en devient un autre. Quand dans un noyau, vous avez un proton qui est transformé en neutron, ça change la composition du noyau, et la composition du noyau, c'est ça qui détermine le type de noyau que c'est. Notamment l'élément chimique auquel ça correspond, c'est lié au nombre de protons qu'il y a dedans. Donc si un proton ici disparaît, ça fait descendre le noyau d'une case dans le tableau de Mendeleïev. Alors, je suis peut-être allé un petit peu vite sur le fait que de la masse pouvait être convertie en énergie. Je ne vais pas y passer non plus trop longtemps, mais je vais quand même faire une phrase dessus. Je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais vous avez tous entendu parler de la relation E égale MC2. C'est la relation la plus connue dans tout l'univers. Voilà, tout le monde a entendu E égale MC2 une fois. Ce que veut dire ce E égale MC2, ça veut dire, pour faire simple, qu'effectivement l'énergie et la masse, ce sont deux choses qui peuvent se transformer l'une en l'autre. Et on peut, en prenant une particule massive, faire qu'elle se désintègre en particules moins massives avec de l'énergie en plus,
ou bien au contraire en mettant des particules très massives, très énergétiques ensemble, créer de la masse. C'est ce qu'on fait notamment dans les collisionneurs. Hein. Les collisionneurs au CERN, par exemple, on envoie des particules avec beaucoup d'énergie l'une sur l'autre, et à la fin, ça fait tout un tas de fragments qui ont des masses plus grandes que ce qu'on avait mis au départ. Donc on peut transformer de la masse en énergie et vice-versa. Donc c'est ce que je viens de vous dire ici. Donc je vous ai parlé ici d'accélérateurs et de collisionneurs. Ça se fait aussi ça dans les rayons cosmiques, je vais en parler tout à l'heure. Mais voilà à quoi ça ressemble. Là j'introduis le mot spallation. Ça, si vous arrivez ça à placer après dans une soirée, vous serez content, mais on s'en fout de ce mot-là en fait. Spallation, ça veut juste dire on a une particule très énergétique qu'on envoie sur une autre qui est immobile. Et voilà, ça fait un choc. Et puis éventuellement création de nouvelles particules qui ont une grande quantité de mouvement dans la direction du projectile initial. Voilà. Ça s'appelle spallation quand c'est cette configuration-là avec une des particules qui est immobile au départ. Bon, dans ce type de collision, effectivement, on peut avoir création de matière. Et vous avez ici, par exemple, une photographie dans un détecteur de particules où vous avez effectivement un faisceau incident qui arrive depuis le haut, une particule qui laisse une trace dans un détecteur, qui tape sur quelque chose qui se trouve là, et puis qui donne lieu ensuite à plein d'autres traces, qui sont les particules qui ont été créées dans l'interaction. Et puis, avec des détecteurs, si on a suffisamment bien équipé le détecteur, on arrive à savoir ce que sont les particules qui sont ici, leur charge électrique, leur masse, éventuellement d'autres propriétés, leur énergie. Voilà. Bon. Donc ça, c'est vraiment le principe de la recherche en collisionneur. Voilà. Et du coup, vous avez ici une photo qui vous présente un positon, parce qu'on n'en a pas encore vraiment vu. Donc ça, c'est aussi une photo prise dans un détecteur qui est sensible aux particules qui sont chargées. Le photon, lui, ne l'est pas. Donc vous avez ici un photon qui ne laisse pas de traces, qui arrive ici. Là, manifestement, à cet endroit, il se passe quelque chose. Vous avez effectivement création ici d'une paire avec un électron qui tourne dans ce sens-là et le positron qui tourne dans ce sens-là. Ces particules tournent parce qu'on a mis un champ magnétique en fait, autour du détecteur pour justement faire dévier les particules. Les particules négatives et les particules positives ne tournent pas dans le même sens dans un champ magnétique. Donc ça permet de les distinguer. Donc ici, vous avez une magnifique paire positron-électron qui est créée par l'arrivée d'un photon incident. Alors, donc là, je vous parle de réactions de haute énergie et tout ça. Là, on peut se poser la question, mais où est-ce qu'on en trouve en fait? Est-ce que ça existe de manière naturelle ou est-ce que l'antimatière, c'est à partir du moment où on a fait des accélérateurs qu'on a pu mettre la main dessus? Mais en fait, il y en a partout autour de nous, de l'antimatière. Une des sources importantes d'antimatière autour de nous, c'est la radioactivité. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure d'un proton qui pouvait se désintégrer en neutrons et du coup de noyaux qui pouvaient se transmuter. Ça se fait naturellement pour des noyaux qui sont riches en protons. Vous avez certains noyaux qu'on dit des noyaux radioactifs qui spontanément se transforment de cette façon-là en émettant des neutrinos et des positons. Il y a plusieurs formes de radioactivité. Il y en a où c'est un électron qui est émis plutôt qu'un positon. Mais voilà. En tout cas, dans certaines d'entre elles, c'est un positon. Et là, dans cette salle, vous avez effectivement de temps en temps des positons qui sont créés. Alors, ils ne vivent pas très longtemps, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a de l'air un peu partout, qui à l'échelle atomique, c'est un milieu quand même assez dense. Et le positon qui a été émis par la radioactivité, assez rapidement, il va se scruncher sur un électron et il n'y en a plus. Mais voilà, statistiquement, de temps en temps, il y en a quand même quelques-uns dans cette pièce. Il y a aussi une autre source d'antimatière, c'est dû à ce qu'on appelle les rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce sont des particules chargées qui se trouvent au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il y en a vraiment plein dans l'espace tout autour de nous, j'y reviendrai un petit peu dans la suite. Et quand elles arrivent sur Terre, ces particules chargées, elles arrivent sur l'atmosphère, et il se passe la chose suivante. Donc elles arrivent ici dans la Terre dans le carré qui est là-haut, par exemple, elles arrivent au niveau de l'atmosphère. Et alors pour nous, l'atmosphère, c'est quelque chose d'assez fluide. Des fois, on ne sent même pas qu'il y a de l'air autour de nous. Il faut bouger les mains un peu vite pour sentir le vent, mais voilà, on arrive bien à se bouger dedans. Pour une particule qui arrive à grande énergie, c'est vraiment un mur extrêmement difficile à franchir. Une particule arrive de l'espace et ce qu'elle voit, c'est un mur de matière. Et elle a toutes les chances, effectivement, de se prendre un atome dans la figure avant d'arriver par Terre. Et c'est ce qui se passe. Donc la particule qui arrive de l'espace tape sur un atome de l'atmosphère. Ça fait une réaction nucléaire, une spallation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça crée tout un tas de particules. On appelle ça une gerbe. Ce n'est pas très élégant, mais c'est le terme standard. Voilà. Donc ça fait une gerbe cosmique
qui se développe dans l'atmosphère. Et du coup, au niveau de la surface terrestre ici, on a de temps en temps une pluie de particules, toutes ces particules ayant été créées par une même particule incidente. Et parmi ces particules, il y a effectivement des positons, notamment, il y a des particules d'antimatière. Donc on est aussi de temps en temps bombardé par des... enfin, de temps en temps, il y en a plusieurs par seconde, hein, on est bombardé par des gerbes comme ça de particules qui contiennent de l'antimatière. Donc tout ça, c'est pour vous dire que, donc, encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'exotique. Hein. L'antimatière, c'est quelque chose qu'on comprend bien, c'est quelque chose qu'on arrive à créer par des réactions, et c'est quelque chose qui, de manière naturelle, est produit autour de nous. Alors, juste pour vous donner une idée des genres d'antimatière, d'antiparticules qui peuvent être produites, dans les gerbes dont je vous ai parlé, il peut y avoir des positons qui sont créés. Vous pouvez avoir éventuellement aussi des antiprotons. Hein, donc ça, c'est des réactions qui demandent plus d'énergie au départ, parce que l'antiproton est beaucoup plus lourd que le positron, mais c'est quelque chose qui est possible. Et vous avez aussi une source importante d'antimatière, c'est de manière indirecte la création d'un isotope radioactif. Quand un rayon cosmique ici du milieu interstellaire vient taper et faire une réaction nucléaire sur l'atmosphère, vous pouvez avoir création d'un nouveau noyau qui est radioactif, et ce noyau radioactif, au bout d'un moment, il va se désintégrer en émettant notamment de l'antimatière. Alors j'ai mis ici l'exemple du sodium 22, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus connu, c'est le carbone 14. Le carbone 14, c'est un corps radioactif qui est créé par ces réactions-là. Le carbone 14 a un temps de vie assez long, et en fait, on peut montrer qu'il se forme un équilibre dans l'atmosphère entre le fait que le carbone 14 peut être créé par ces réactions-là de spallation et détruit parce qu'il se désintègre naturellement. Et donc la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère, à la fin, c'est une constante, c'est la même. Si la quantité de rayons cosmiques qui bombardent la Terre est la même depuis des millions d'années, alors la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère est la même au cours du temps. Je vous parle de ça parce que vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de la datation par carbone 14. Ça, c'est effectivement très utile parce que quand ce carbone 14, donc c'est un atome de carbone, hein, chimiquement c'est du carbone, il peut être assimilé dans tous les corps organiques. À partir du moment où il est assimilé, il ne peut pas être remplacé par un carbone 12 ou reformé. Voilà. Donc quand comme une matière organique se forme, la proportion de carbone 14 et de carbone 12 est la même que celle de l'atmosphère, et au cours du temps, le carbone 14 qui est là-dedans peut se désintégrer, il y en a de moins en moins dans l'échantillon. Donc en regardant la quantité de carbone 14 que contient un échantillon organique, on peut savoir qu'elle agit là. Voilà. Depuis combien de temps il a été effectivement formé. Pourquoi je vous parle de ça? J'en sais rien. Ok. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait créer de l'antimatière, et je vous ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on pouvait combiner entre eux des anti-électrons et des antiprotons. Voilà, c'est le genre d'expérience qui est là, juste pour montrer la taille du truc. Hein, on essaye de... Effectivement, il faut du coup avoir une source de positons, une source d'antiprotons, mais ça, il y a au CERN, et puis s'arranger pour les mettre ensemble, donc les ralentir. Il ne suffit pas juste de les envoyer l'un sur l'autre. Hein. Si vous envoyez un positon très rapidement sur un antiproton, ils vont juste se croiser, interagir peut-être, puis chacun va repartir dans son coin, donc il faut arriver à les ralentir et faire en sorte qu'ils se combinent. Mais ça, c'est quelque chose qu'on arrive effectivement à faire. Et l'enjeu, il est important parce que l'enjeu, c'est de tester si cette antimatière obéit aux mêmes lois de la physique que la matière. Je vous ai dit que c'était le cas. Sur des bases théoriques, on pense que c'est le cas, mais c'est important de vérifier expérimentalement ces prédictions théoriques. Pour ça, on s'en fiche un petit peu. Voilà. Alors, une source d'antimatière au voisinage de la Terre, il y en a une qui est importante, c'est le Soleil. Et effectivement, des éruptions solaires, qui sont des phénomènes extrêmement énergétiques, peuvent créer des paires électrons-positrons. Et par exemple, ici, vous avez une photo d'une de ces éruptions qui, en juillet 2002, a créé 500 grammes d'antimatière. 500 grammes, c'est pas énorme, hein, c'est 3 steaks. Bon, ok. Pour quelque chose qui est énorme, vous voyez ici, donc vous avez ici une image de cette éruption avec la Terre qui est mise à l'échelle ici. Hein, donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment énorme. Donc, voilà. Au cours de cet événement, ont été créés 500 grammes de positons. Et ça suffit, ça, si effectivement ces 500 grammes de positons, on les met avec 500 grammes d'électrons, ça fait suffisamment d'énergie, ça ferait suffisamment d'énergie pour couvrir la consommation d'énergie d'un grand pays pendant plusieurs jours. On les a mesurés ou Non, on les a vus en fait, hein, effectivement, c'est une mesure ici. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est leur annihilation ensuite avec les électrons, ça émet une vraie caractéristique et c'est ça qu'on peut détecter. Je reviendrai sur l'aspect énergétique là, et là, voilà, maintenant.
Alors, quelques utilisations pratiques de l'antimatière. Donc, j'essaye pas de vous en vendre, hein, c'est juste... Quand on commence à parler d'antimatière, l'idée, c'est assez souvent, c'est un truc exotique, voilà, on ne sait pas si ça existe. Voilà, j'essaie de vous convaincre que si, c'est quelque chose de très standard dans la physique, en fait. Il n'y a pas de... J'allais dire, il n'y a pas de questions. Si, il y a des questions théoriques sur ça, mais elles ne sont pas à ce niveau-là du tout. Donc on utilise aussi l'antimatière à des fins très précises, et notamment ici en imagerie médicale, dans la tomographie par émission de positrons, ce qu'on appelle couramment les PET scans. L'idée, c'est la suivante. On vous fait ingérer un corps radioactif à dose suffisamment faible pour pas que ça vous pose de problème, mais voilà, des atomes radioactifs qui vont émettre, en se désintégrant, des positons. Voilà, donc ceux qui ont une radioactivité bien particulière qui émettent des positons. Quand ils sont dans votre corps, ces positons, quand la désintégration se fait dans votre corps, ça va émettre un positon qui instantanément, ou presque instantanément, disons très rapidement, va trouver un électron, se désintégrer avec lui et émettre 2 photons gamma. Il se trouve que le corps il est transparent à ces énergies-là. Les gammas vont vous traverser, et donc ce que vous allez voir à ce moment-là, c'est 2 gammas qui partent depuis un point. Donc, et si vous entourez le patient de détecteurs, on va voir un gamma qui est arrivé ici dans un bout du détecteur, un autre qui est arrivé là, pouf, on trace une ligne, et on se dit, il y a eu quelque part sur cette ligne-là un positon qui a été émis. Alors, tel que je l'ai raconté, pour l'instant, ça semble n'avoir aucun intérêt. Il y a une petite subtilité, c'est que ces corps radioactifs, là, ces atomes radioactifs, on les met dans des molécules qui, biologiquement, vont aller seulement sur certains sites. Par exemple, des molécules qui sont dans des sucres qui vont être utilisées quand le corps a besoin d'énergie. Et par exemple, si vous faites ça, vous mettez un atome radioactif sur des molécules qui vont alimenter le cerveau en énergie, vous avalez ça, toc, ça va se mettre dans votre cerveau. Vous dites à un patient, par exemple, de penser à un truc, j'en sais rien, penser à la plage, pouf. Il y a certaines zones du cerveau qui vont s'activer plus que d'autres, donc ils vont avoir besoin de sucre plus que d'autres, donc ils vont consommer ces molécules-là plus, donc elles ont plus de chances d'être ici, et c'est à cet endroit-là que vont se faire les désintégrations. Et du coup, en observant plusieurs de ces couples de rayons gamma, là, vous allez voir une ligne de rayons gamma qui ont été émis, donc ça a été mis sur cette ligne-là, puis de là, puis de là, puis de là, puis en recoupant tout ça, ça va venir d'un point ou d'une zone, et vous allez vous dire, voilà, c'est cette zone-là qui a effectivement absorbé de l'énergie et qui était active à ce moment-là. Vous pouvez faire comme ça de l'imagerie. Voilà, donc c'est une des méthodes, il n'y a pas que celle-là, mais c'est une des méthodes pour effectivement voir ce qui se passe, notamment dans le cerveau. Il peut aussi y avoir des applications dans le traitement du cancer. Alors, donc ça, c'est des choses qui sont des perspectives assez lointaines. Vous avez peut-être entendu parler de la protonthérapie. On envoie des protons à grande énergie sur des cellules pour les détruire. Il est envisagé d'envoyer non pas des protons, mais des antiprotons. Sachant que si on envoie quelques antiprotons sur une cellule, ça va s'annihiler avec les protons qui sont là, dégager de l'énergie et faire exploser la cellule, en fait. Donc ça va les détruire de manière vraiment, vraiment efficace. Bon. Alors je ne suis pas médecin non plus et je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que je vais rapidement dire des bêtises, voilà, c'est juste envisagé pour ça. Il y a des applications militaires de l'antimatière qui sont envisagées aussi, alors je ne suis pas militaire non plus, mais ça c'est absolument clair que cette idée si on a un objet qui, mis en contact avec de la matière, peut faire une explosion, vous imaginez bien qu'elle a été envisagée pour des utilisations non pacifiques. Alors, ce n'est pas évident de savoir exactement ce qu'il en est et comment est-ce que ça peut être fait. Et pour l'instant, il n'y a pas d'application directe de ça pour faire des armes du tout. Bon, aujourd'hui, de toute façon, on a des armes suffisamment puissantes pour faire à peu près n'importe quoi. Donc, on n'est plus tellement dans essayer de chercher des armes de plus en plus puissantes. Bon, bref. Et on peut aussi stocker de l'énergie. Alors ça, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de produire de l'énergie. On voit quelquefois, on entend dire ça, l'antimatière, ça sera un moyen, une source d'énergie importante. Ça dépend. Si on a de l'antimatière, si on arrive à avoir une bouteille avec de l'antimatière dedans, oui, on est content parce que cette antimatière, on va la mettre en contact avec la matière et du coup, on va récupérer de l'énergie. Mais si on n'en a pas au départ, il faut la créer. Et si on veut la créer, il faut fournir l'énergie nécessaire. Donc en fait, on ne va pas du tout créer de l'énergie. Mais par contre, ce qu'on peut envisager, c'est de la stocker comme ça. Si on a une énergie sous une forme qui ne nous plaît pas, on fait avec ça de l'antimatière, on la stocke. Je dis ça rapidement, c'est pas évident de stocker de l'antimatière, il faut une bonne bouteille. En fait, il faut une bouteille magnétique, il ne faut pas que ça touche les bords essentiellement. Bon, on stocke cette antimatière et voilà, pour plus tard, quand on en aura besoin, on pourra la mettre en contact avec de la matière. Donc là, c'est pareil, c'est aussi tout ça, c'est des idées qui sont dans l'air, qui sont un petit peu étudiées, mais il n'y a pas aujourd'hui d'application directe de ça. Et enfin, ça peut aussi aider à résoudre des problèmes de scénario dans les histoires de SF.
Donc pour les gens qui connaissent les comics, notamment de DC, il y avait tout un tas de mondes dans les DC Comics, avec des mondes où il y avait Superman, des mondes où il y avait Green Arrow, voilà, ils étaient tous dans des mondes différents. Ils ont voulu faire le ménage, et donc ils ont envoyé de l'antimatière sur tous les mondes. Bon, je résume, vous n'avez rien compris, allez voir ça. Bon, alors ce qui va m'intéresser ici, ça va être les utilisations pour faire de la science de ça. L'antimatière, ça sert aussi à sonder les lois de la physique, j'en ai déjà dit quelques mots, et surtout pour ce que je vais dire ici, à sonder le contenu et l'histoire de l'univers. Donc je vais vous parler à partir de maintenant d'astrophysique et de cosmologie. Alors, on va chercher de l'antimatière dans notre galaxie, et on peut se demander pourquoi chercher de l'antimatière dans notre galaxie. Est-ce qu'on a la moindre chance d'en voir? Quels processus peuvent la créer? Alors, vous êtes un peu surpris des éléphants. Cette conf, je l'avais donnée il y a quelques années, puis du coup, j'ai été surpris en voyant les éléphants moi aussi, il n'y a pas longtemps. Mais non, le truc, c'est que quand en science, on cherche quelque chose, c'est qu'on s'attend quand même un petit peu à le trouver. Imaginez que vous vouliez proposer une mission à la NASA pour aller voir s'il y a des éléphants sur la Lune. Vous n'aurez probablement pas de sous, parce que c'est une idée qui est débile, qui semble débile. J'en sais rien, il y a peut-être des éléphants sur la Lune, mais voilà, on va pas, la plupart des gens pensent que c'est débile, donc on ne va pas le faire. Là, ce que je vais essayer de vous dire, ce n'est pas le cas pour chercher de l'antimatière dans notre galaxie, ce n'est pas un truc débile. Il y a vraiment des raisons fortes d'essayer de la voir, et vous allez voir qu'effectivement, en fait, on en voit quand on regarde au bon endroit. Donc, quels processus pourraient créer de l'antimatière dans notre galaxie? C'est ceux dont je viens de parler ici, en fait. Au niveau de la Terre, je vous dis qu'il y avait de la radioactivité et puis des réactions nucléaires qui pouvaient former de l'antimatière. C'est le cas aussi dans l'espace. Par exemple, vous avez les supernovae, qui sont des explosions d'étoiles extrêmement énergétiques, qui produisent des éléments radioactifs, qui peuvent eux-mêmes, en se désintégrant, donner des positrons. Donc, quand une supernova explose, elle crée des éléments lourds, dont certains sont radioactifs, et ça les dissémine un peu partout dans la galaxie, et puis de temps en temps, il y en a un qui se désintègre, paf, et donc la galaxie, elle est remplie en fait de corps radioactifs. Vous avez aussi les rayons cosmiques. Donc les rayons cosmiques sont les particules de haute énergie dont j'ai parlé tout à l'heure, qui eux-mêmes contiennent des positrons et des antiprotons. Donc je dirai un mot tout à l'heure sur la façon dont ils sont créés effectivement. Et puis en fait, il y a tout un tas de phénomènes de haute énergie qui peuvent se produire. En fait, dès que quelque part dans l'univers, vous avez une réaction nucléaire qui peut se produire, si vous avez des phénomènes suffisamment énergétiques pour qu'une réaction nucléaire puisse se former, vous allez avoir une production possible d'antimatière. Et des phénomènes de ce type-là, très énergétiques, il y en a un paquet. Alors, pour vous montrer donc l'aspect de radioactivité déjà. Donc, en fait, les atomes radioactifs, on arrive à les détecter indirectement dans notre galaxie, parce que quand ils se désintègrent, ils émettent en général une radiation de longueur d'onde bien précise. Et donc, si on voit une raie spectrale à cette longueur d'onde-là, on se dit il y avait quelque chose qui s'est désintégré ici. Par exemple, ici, vous avez une carte là-bas, une carte qui est faite au rayonnement, à la longueur d'onde qui correspond à la désintégration de l'aluminium 26. Donc ça, en toute rigueur, c'est une carte de rayonnement à la longueur d'onde de l'aluminium 26. Mais en fait, ça s'interprète très simplement comme une carte de l'aluminium 26. Voilà, celui qui est en train de se désintégrer, il est là. C'est une carte complète de la galaxie. Alors, je ne sais pas si vous pouvez décrypter facilement cette carte, mais c'est vraiment une projection de tout le ciel sur quelque chose qui est un petit peu... sur quelque chose qui est ovale pour que ça soit plus facile à représenter, parce qu'on ne va pas vous mettre dans une grande bulle à 360, c'est pas facile. Voilà. Et la ligne horizontale au centre, c'est le disque de notre galaxie. Et donc ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a de l'aluminium qui est créé, effectivement, qui est présent, de l'aluminium 26 qui est présent dans le disque de notre galaxie. Donc ici, vous avez de la radioactivité dans notre galaxie. Ces aluminium 26, là, donc, quand ils désintègrent, ils émettent un rayonnement caractéristique, mais ils émettent aussi des positrons. Donc ça veut dire que partout à cet endroit-là, il devrait aussi y avoir des positrons. Alors, c'est pas facile de voir directement l'antimatière, mais comme j'ai suggéré tout à l'heure, en fait, il y a une manière indirecte de le faire. Quand un positron rencontre un électron, il se désintègre, et il émet pour ça un rayonnement lui aussi très caractéristique, qui fait 511 kV. Voilà, c'est l'unité standard dans ce domaine-là. Je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, mais voilà. Et on peut essayer de voir ce qu'on appelle cette raie d'annihilation, où j'ai mis ici radiation d'annihilation, mais c'est la même chose. Et effectivement, quand on fait une carte de la galaxie en observant juste dans ce rayonnement caractéristique-là, on voit effectivement quelque chose qui ressemble à ça. On voit un gros blob au milieu, on voit ici quelques ailes. Donc ça, c'est le centre de la galaxie ici. Ça, c'est le disque galactique, et puis ça semble ici monter un petit peu.
Donc tout ça, donc finalement ce que c'est, ça c'est une carte de la distribution des positrons dans notre galaxie à nous. Donc il y en a vraiment beaucoup, et ils sont localisés au centre de la galaxie. Alors la première que je vous ai montrée ici, ça vient d'une expérience qui s'appelle OC, qui avait pris 9 ans de données, mais il y a quand même déjà une dizaine d'années de ça, plus d'une dizaine d'années. Plus récemment, le satellite intégral a été lancé en partie pour reprendre ces expériences-là, ces observations-là, avec des détecteurs beaucoup plus performants. En 6 mois de données, ils ont obtenu beaucoup mieux, en fait. Et ce n'était pas clair qu'il y avait effectivement les ailes qui sont là, mais par contre, au centre de la galaxie, c'est bourré de positrons, d'antiélectrons. Il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est un problème. On ne comprend pas aujourd'hui d'où viennent ces positrons. Je vais y revenir tout à l'heure sur la partie spéculation. Je vous ai aussi mentionné les rayons cosmiques. Donc effectivement, la galaxie contient des particules chargées qui ont des grandes énergies. Grandes énergies, ça va jusqu'à 10 milliards de TeV, pardon, 10 milliards de gigaélectronvolts. Alors, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans le détail de ce que c'est qu'un électronvolt et tout ça. C'est juste pour donner une échelle de ce qu'on arrive à faire sur Terre. Les accélérateurs de particules actuels, alors j'ai mis monte péniblement à 1000 GeV, là j'ai un peu poussé quand même, on arrive à un peu plus que ça, on arrive à peu près 10 fois plus. Voilà. On arrive aujourd'hui à faire des accélérateurs qui vont jusqu'à 10 000 GeV, et dans la nature, ces particules, elles ont 10 milliards de GeV, donc c'est quand même vraiment quelques ordres de grandeur au-dessus. Ces particules très énergétiques sont accélérées par des accélérateurs naturels, qui sont les ondes de choc dans l'espace. Par exemple, quand une supernova explose, au niveau là où se produit l'explosion, on a une accélération de particules qui peut se faire de manière extrêmement efficace. Et ça accélère du coup un peu tout ce qui se trouve là-dedans. Et notamment les protons, il y a plein de protons qui sont accélérés. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas de protons de haute énergie. Lorsqu'une supernova explose et elle se retrouve dans la galaxie, il y en a partout. C'est ça les rayons cosmiques. Et ces rayons cosmiques-là peuvent créer des antiprotons et des positrons par des réactions de spallation. Ce sont les réactions dont je parlais tout à l'heure. Donc, je suis en train de vous dire que dans la galaxie, il y a plein de protons de haute énergie, c'est eux-là. Il y a aussi plein de protons tranquilles, peinards, c'est ceux qui sont dans la matière interstellaire, ceux qui forment les noyaux des atomes. Voilà, donc vous avez du gaz interstellaire un peu partout dans la galaxie, vous avez des protons cibles qui sont là, vous avez des protons projectiles dans les rayons cosmiques, de temps en temps il y en a un qui tape l'autre, il peut se faire des réactions, et dans ces réactions, il peut y avoir par exemple création ici d'un antiproton. En même temps d'ailleurs qu'un proton, parce qu'il faut que notamment la charge électrique totale soit conservée, et d'autres choses doivent être conservées. Et c'est effectivement les créations d'antiprotons se font par ce genre de réactions-là. Voilà. Et ça, c'est des réactions qu'on peut prévoir de manière assez facile. On peut calculer combien il y a de ces réactions-là si on connaît les données desquelles partir. En particulier, si dans la galaxie, on sait combien il y a de gaz interstellaire un peu partout, si on connaît la distribution du gaz un peu partout dans la galaxie, si on sait comment sont distribués les rayons cosmiques dans la galaxie, on peut savoir à tout instant et à tout endroit combien il va y avoir de ces réactions-là, donc combien vont être créés de ça, d'antiprotons, et donc on peut prévoir la quantité d'antiprotons à laquelle on s'attend dans le rayonnement cosmique. Et c'est un calcul, ça, qui n'est pas difficile, enfin, ça ne demande pas de la physique extrêmement difficile et surtout spéculative ou quoi que ce soit. C'est vraiment de la physique nucléaire qu'on sait faire. Donc, gardez ça en tête juste pour tout à l'heure. On peut prévoir de manière assez sûre la quantité d'antiprotons qu'on attend par ce genre de réaction-là. Du coup, est-ce qu'on peut les observer ? Plusieurs expériences ont mesuré ça. Alors, en fait, ça a commencé dès les années 60 de manière au début un peu hésitante, mais les deux grandes expériences qui font ça aujourd'hui, c'est d'une part BESS qui marche avec des ballons, et vous avez l'expérience AMS qui a volé une fois dans la navette spatiale et qui est aujourd'hui arrimée à la Station spatiale internationale. C'est un cube qui est gros comme ça, c'est une machine à laver qui est accrochée à la Station spatiale internationale et qui récupère toutes les particules qui arrivent, qui détecte toutes les particules qui la traversent et qui est notamment optimisée pour détecter l'antimatière, pour détecter les antiprotons. Pas que, ça détecte d'autres trucs aussi, mais c'est vraiment bien fait pour ça. Et effectivement, cette expérience AMS confirme que la quantité d'antiprotons qu'on observe, elle est vraiment compatible avec ce qu'on peut calculer. Voilà. Donc c'est quand même assez fort, ça. Alors, je ne dis pas ça parce que c'est mon sujet de recherche, mais du coup je place que c'est mon sujet de recherche. Donc c'est quand même assez fort. Voilà, on part de choses qu'on connaît assez bien dans la galaxie, on fait un calcul théorique et on compare et ça marche. Effectivement, la quantité d'antiprotons qu'on voit autour de nous, c'est celle qu'on attend.
Alors c'est une fausse bonne nouvelle en fait, parce que quand on fait ça, les chercheurs qui font ça, ils ont quelque chose en tête, ils aimeraient bien voir un désaccord, parce qu'il y a certaines raisons, notamment spéculatives dont je parlais tout à l'heure, qui peuvent nous faire croire qu'on peut s'attendre à plus d'antiprotons que le calcul naïf que j'ai présenté tout à l'heure. Bah là, ça, le résultat qui est là vous dit que non. Probablement, si vous cherchez un excès d'antiprotons dans les rayons cosmiques, ou si vous pensez qu'il y en aura un, bah vous vous trompez en fait. Alors, par contre, la quantité d'antiprotons, elle est assez bien comprise. Par contre, la quantité de positrons, elle pose vraiment un problème aujourd'hui. Hein. Donc, je vous ai parlé d'intégrale tout à l'heure. Voilà, il a détecté une quantité importante, il continue à détecter une quantité importante de positrons au centre de la galaxie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. L'ordre de grandeur, c'est ça. Vous avez 10 milliards de tonnes de positrons qui, chaque seconde, s'annihilent au centre de la galaxie. Alors, ça ne vous parle pas, hein, c'est un chiffre qui est énorme. Voilà, c'est beaucoup. Il y en a beaucoup, et c'est surtout plus que ce qu'on peut comprendre par des processus simples, c'est plus que ce qu'on peut comprendre par la radioactivité qu'il y aurait là-dedans. Donc voilà, c'est un sujet ça qui divise la communauté, il y a plusieurs hypothèses qui sont faites. Donc les expériences les hypothèses les plus naturelles, ce sont la production d'éléments radioactifs par des novae ou des supernovae, mais qui seraient en nombre plus important que ce qu'on pense, que ce qu'on croit au centre de la galaxie. Et en fait, les supernovae, ce n'est pas forcément toujours des événements qui sont faciles à observer. Si on les voit quand elles explosent très bien, mais une fois qu'elles ont explosé, voilà, elles ne restent pas lumineuses très longtemps, et ce n'est pas évident de savoir combien il y a eu de supernovae dans le passé au centre de la galaxie, donc combien, par exemple, de positrons ont été produits. Il y a des gens qui font l'hypothèse qu'il pourrait y avoir des hypernovae, qui seraient des supernovae environ 1000 fois plus puissantes que des supernovae. Il y en aurait une tous les millions d'années, un truc comme ça. Et il pourrait y en avoir une qui a explosé voilà, dans le dernier million d'années au centre de la galaxie et qui aurait libéré tout un tas de choses, dont des positrons. Et une hypothèse aussi que je veux mentionner, parce que j'y reviendrai sur la fin, ça pourrait être dû à de la matière noire. Je vous parlerai tout à l'heure de la matière noire, mais simplement, voilà, la matière noire, c'est quelque chose qui serait là dans l'univers et puis qu'on ne voit pas directement, mais dont on soupçonne fortement la présence par ailleurs. Si cette matière noire existe, certaines hypothèses nous disent qu'elle pourrait être... on peut imaginer qu'elle soit faite de particules d'un type nouveau qui se désintègrent ou qui s'annihilent entre elles pour former des positrons. Donc je vous la fais courte. Si cette hypothèse de matière noire est valable, on pourrait s'attendre à un excès effectivement de positrons qui serait créé par cette matière noire. Et pour ceux que ça intéresse, là on pourra en parler après, je ne veux pas le faire maintenant, mais si au niveau des questions ou si vous voulez qu'on en parle après, au point de vue de l'épistémologie, je trouve ça vraiment intéressant ça, parce que quand l'excès de positrons a été détecté, vous avez vraiment les communautés différentes qui ont shooté chacun dans leur camp. Les gens qui observent à la matière noire se sont dit « voilà, c'est de la matière noire, c'est bon, on l'a vu quoi ». Les gens qui travaillent sur les éléments radioactifs ou les supernovas disent « non, c'est bon, c'est des supernovas, il y en a plus que prévu, j'ai un modèle et tout ça ». Et vraiment, c'était violent quoi, et les gens ne s'écoutent pas, hein, vraiment. Enfin, il n'y a pas eu de... J'ai jamais vu de vrai dialogue en fait entre les différentes communautés sur ce sujet-là, à part par des petites remarques dans les articles, voilà, mais c'est vraiment assez étonnant. On a l'impression que la science, c'est un dialogue permanent entre des gens qui cherchent la vérité et tout ça. Bon, c'est un peu ça, mais pas que. Voilà, il y a aussi parfois un peu de difficulté à communiquer sur des trucs comme ça. Alors, sur ce sujet-là, je veux quand même mentionner le fait que l'hypothèse la plus naturelle, c'est quand même la première, c'est-à-dire que les supernovae, ça existe, on en observe, ça ne fait pas appel à des choses nouvelles ou à de la physique nouvelle. Donc, le truc de base, c'est quand même de se dire, bah, effectivement, il y a peut-être plus de supernovae que ce qu'on pense. Et alors là, je vous donne vraiment mon avis, je ne sais pas si tous les physiciens ou les gens qui sont ici seront d'accord avec moi, mais à mon avis, la bonne manière de prendre le problème, c'est de considérer la première hypothèse, et si elle ne marche pas, de se dire, ok, c'est peut-être de la matière noire, qui est une hypothèse beaucoup plus spéculative, plutôt que de se dire en avance, il y a un excès qu'on ne comprend pas, donc c'est de la matière noire, et du coup, bah, c'est bon, ça ne peut pas être le supernovae, puisque c'est de la matière noire. Voilà. Moi, cet argument-là, dans ce sens-là, j'ai du mal à l'accepter. Alors, ça peut paraître surprenant qu'on n'arrive pas à trancher entre tout ça. Il faut quand même comprendre que le centre galactique, c'est un endroit où il se passe vraiment beaucoup de choses, c'est compliqué. Il y a beaucoup de phénomènes de haute énergie qui s'y produisent et on n'en a pas une compréhension très, très, très forte. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce qui se passe au centre galactique. Ça, je passe. Et je voudrais terminer, ok, c'est très bien. Je voudrais terminer sur un aspect à plus grande échelle, sur la cosmologie. Un problème qui se pose avec l'antimatière, c'est le suivant. Dans notre univers à nous, il y a beaucoup plus de matière que d'antimatière. Dans cette salle, il y a essentiellement de la matière. Je vous dis un petit peu d'antimatière, mais c'est vraiment micropouillesque. Hein, il n'y en a quasiment pas. Bon. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il y en a tant ?
la première réponse, c'est parce que l'antimatière s'annihile avec la matière, donc forcément il n'en reste plus, mais ça, ce n'est pas une vraie réponse. C'est une vraie réponse si on admet qu'au départ, il y avait plus de matière que d'antimatière. Voilà. Donc la question, c'est pourquoi on vit dans un univers qui semble dominé par la matière. Et cette question-là, donc pour y répondre, on commence à y répondre, il faut s'intéresser au modèle du Big Bang, à la cosmologie. La cosmologie, ça décrit l'évolution de l'univers par la relativité générale et la physique des particules. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on comprend assez bien. La physique des particules et la relativité générale sont deux théories qu'on comprend assez bien, et on arrive assez bien à remonter dans le passé de notre univers et à savoir quel était son état avant. Je ne l'ai pas dit, mais l'univers est quelque chose qui évolue. L'univers est un objet dynamique, il a une histoire, voilà, il est en train de s'expandre. Donc, le fait qu'il s'expande, ça veut dire qu'il ne sera pas pareil demain qu'aujourd'hui, donc il n'était pas pareil hier. Et si on remonte dans le temps comme ça, il était de plus en plus différent, en particulier de plus en plus dense et de plus en plus chaud. Et ça, c'est le modèle du Big Bang chaud. C'est, voilà, l'univers, on peut commencer à décrire l'univers par un état extrêmement dense, extrêmement chaud, qui s'est expandu en se refroidissant et en devenant de moins en moins dense. Du coup, c'est ça le modèle du Big Bang chaud. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai écrit ici. Et du coup, des choses intéressantes, effectivement, se sont passées pendant ce Big Bang chaud. Quand l'univers était beaucoup plus chaud, ça veut dire que les particules à l'intérieur étaient beaucoup plus énergétiques, donc elles pouvaient faire des réactions beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Et il y a eu effectivement des choses qui se sont passées de ce type. Alors je vais raconter l'histoire à l'envers. Si à partir d'aujourd'hui on remonte dans le passé, on tombe sur un moment où l'univers était trop chaud pour que les atomes puissent rester à l'état d'atomes, c'est-à-dire l'univers était tellement chaud que les électrons ont dû être forcément séparés des noyaux. Donc les atomes ne pouvaient pas être des entités stables. Ils pouvaient s'en former de temps en temps, mais instantanément, il y avait un photon qui arrivait là-dedans, puis qu'il photodésintégrait. Donc essentiellement, à cet âge-là, l'univers était constitué d'un plasma. Et cette transition-là entre le moment où c'était un plasma et puis le moment où les atomes du coup se sont formés, on en a une vision très directe aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on appelle le rayonnement de fond cosmologique. Pour vous la faire courte aussi, si on se met un tout petit peu avant cet événement-là, il y avait un plasma avec des charges électriques, des charges positives, et des charges électriques positives et négatives qui n'étaient pas liées entre elles. Un plasma, c'est un truc qui est extrêmement opaque du point de vue de la lumière, les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques ont du mal à se propager dans les plasmas, donc c'est un milieu opaque. Donc voilà, vous êtes dans un brouillard en fait, c'est vraiment le brouillard partout. Toc, l'univers se refroidit un petit coup, et hop, il atteint juste la bonne température pour que les atomes puissent se former et être effectivement stables. Donc du coup, ça se fait, les charges se combinent entre elles, et là d'un coup, l'univers devient entièrement transparent autour de vous. Et là, du coup, la lumière qui était présente, ou celle qui était émise d'ailleurs par ces recombinaisons, peut se propager en ligne droite sans être perturbée. Et c'est celle-là qu'on arrive à détecter aujourd'hui. Et c'est ça qu'on appelle aujourd'hui le rayonnement de fond cosmologique. C'est cette lumière qui a été, dont la longueur d'onde a été diminuée à cause de l'expansion. Et aujourd'hui, c'est dans le domaine des micro-ondes. Et c'est ce qu'on observe avec ce qu'on a observé avec Kobe, avec WMAP, et aujourd'hui avec l'expérience Planck. Et d'ailleurs, tout un tas de trucs qui font aussi l'actualité, qui ne sont pas des satellites. Vous avez entendu parler de BICEP? Ça dit quelque chose, à qui ça dit quelque chose, BICEP? Oh, ok. Exercice, vous cherchez sur le web BICEP. C'est une nouvelle scientifique qui est sortie la semaine dernière et qui est trop de la balle. Bon, bref. BICEP, et 2 en fait, c'est BICEP 2. Mais vous tomberez forcément sur celui-là. Alors, encore plus tôt dans l'histoire, les noyaux eux-mêmes étaient dissociés, la température était trop élevée pour que les noyaux soient formés, c'était des protons et des neutrons qui étaient libres. Et voilà, plus on remonte dans le temps, plus les choses étaient dissociées, et en fait, on a probablement un état primordial dans lequel il n'y avait même pas d'atomes, même pas de noyaux, c'était, on va dire, une soupe de quarks, voilà, et de gluons qui étaient mélangés les uns aux autres. Donc, si on veut raconter l'histoire maintenant à l'endroit, on part d'une soupe très chaude et très dense, qui en se refroidissant se condense pour former des quarks, puis des nucléons, puis des atomes, et aujourd'hui des planètes et des gens dans une salle de conférence. Voilà. Et alors, maintenant, la manière dont ça se fait, donc ça se condense, etc., ça obéit à certaines lois de la physique, et c'est là où on arrive à l'aspect dont je veux parler aujourd'hui. Il y a certaines symétries qui interdisent la formation de plus de matière que d'antimatière. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas compris, mais c'est normal, c'est pas clair, je vais y revenir tout de suite. Et si on veut comprendre, donc effectivement, il y a aujourd'hui un excès de matière sur l'antimatière,
il faut les ingrédients suivants. Il faut admettre que l'univers primordial contenait un petit excès de matière. Cet excès, c'est de l'ordre d'une particule de matière par milliard de paires particules-antiparticules. Donc si on veut comprendre aujourd'hui la quantité de matière qu'il y a, et qu'on met ça dans le modèle du Big Bang, voilà, il faut qu'il y ait tout un tas de... Donc l'univers primordial contenait tout un tas de matière, tout un tas d'antimatière, avec un tout petit excès de matière de 1 pour... Ici, j'ai mis 1 par milliard à peu près. Voilà. Et c'est ce petit excès de matière qui a survécu aux annihilations au cours du Big Bang qui constitue aujourd'hui la matière qui nous entoure. Est-ce que ça peut être expliqué par les lois de la physique? Peut-être. Il faut peut-être changer un petit peu les lois, mais il y a quelques conditions. Il y a 3 conditions en fait, qui ont été énoncées par Sakharov, qu'on appelle du coup les conditions de Sakharov, qui sont indispensables pour qu'effectivement on ait aujourd'hui dans l'univers un excès de matière sur l'antimatière si on part d'un univers qui est complètement symétrique. Si on part d'un univers dont le contenu ici, donc j'ai mis des petites boules grises, je ne sais pas ce que c'est que ces boules grises et ça ne m'intéresse pas, c'est un petit symbole pour voilà, ce qu'il y avait avant. Et cet avant ne fait pas la différence entre matière et antimatière, voilà, c'est complètement symétrique. Et on veut comprendre comment est-ce que cet avant ici symétrique passe à un état initial dans lequel il y a un tout petit peu plus de matière que d'antimatière. Si vous comptez les boules, il y a une boule de bleu de plus que de boule orange. Bon, je me suis embêté à le faire. Non, c'est le cas, j'en sais rien. Il y en a un peu, c'est le contraire. Ok, j'ai mélangé mes couleurs. Il y a un petit peu plus de boules orange que de boules bleues. Alors je suis daltonien, c'est bien orange et bleu? J'ai bon en couleur? Ok, je vais continuer avec ça. Donc il y a un peu plus de boules orange que de bleu. Les oranges et les bleus s'annihilent. Il reste de temps en temps peut-être une bleue qui a eu de la chance et puis tout un tas d'oranges. Et voilà, nous on est cette partie-là de l'univers. Ce qu'il faut comprendre ici, la condition de Sakharov nous dit à quelles conditions on peut passer de là à là avec un excès du coup de matière ici, un petit excès de matière sur l'antimatière. La première des conditions, c'est ce qu'on appelle techniquement la violation du nombre baryonique, c'est qu'il faut que forcément les réactions élémentaires elles-mêmes créent un excès de matière. C'est-à-dire si toutes les réactions, imaginez que ce ne soit pas le cas, imaginez que toutes les réactions, tous les processus physiques créent forcément autant de matière que d'antimatière, ça, il n'y a pas à tortiller. Hein. Vous partez de ça, si ça crée autant de matière que d'antimatière, vous en aurez autant et vous aurez à la fin un univers qui est symétrique. Donc il faut déjà que cette loi-là soit violée, il faut qu'au niveau microscopique, les réactions favorisent un tout petit peu la matière sur l'antimatière, des réactions de ce type-là. Alors là, j'ai piqué à l'arsenais un petit bonhomme qui commence à être pas bien dans ses baskets, parce que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très évident dans les lois de la physique actuelle. Je trouve qu'effectivement, il y a quelques réactions qui font ça, je reviendrai tout à l'heure, mais voilà. Donc il faut qu'on ait cette violation, on appelle violation du nombre baryonique B, donc préférence de la matière sur l'antimatière au niveau fondamental. Ce n'est pas la seule condition. Il faut aussi qu'on ait ce qu'on appelle violation de C et de CP. Et je vais vous la faire de manière juste avec des petits dessins. Donc imaginez que les réactions ici, qui créent 3 particules d'antimatière et une particule d'antimatière, soient aussi probables que les réactions qui créent 3 particules de matière et une d'antimatière. Chacune de ces réactions ici obéit à la condition précédente, c'est-à-dire ça viole le nombre baryonique, c'est-à-dire que visiblement cette réaction-là favorise la matière alors que cette réaction-là favorise l'antimatière. Mais si statistiquement les deux réactions-là ont la même probabilité d'avoir lieu, eh ben, vous aurez de temps en temps ces deux machins-là qui, en interagissant, vont faire cette réaction-là, puis de temps en temps ils vont faire plutôt celle-là ou plutôt celle-là, et statistiquement à la fin vous aurez de nouveau un univers qui est symétrique entre matière et antimatière. Donc il faut que ces deux types de réactions ici aient une différence aussi au point de vue élémentaire. Et c'est ça qu'on appelle techniquement violation de C et de CP. Et enfin, il faut aussi qu'on n'ait pas d'équilibre thermique, pas d'équilibre thermodynamique, parce que si je prends une de ces réactions ici, encore une fois, qui obéit aux conditions précédentes, cette réaction-là ici est tout aussi probable que cette réaction-là. On a autant de réactions qui créent un excès d'antimatière que de réactions qui en détruisent, et bien à la fin, vous n'aurez rien gagné non plus. Donc, et ça, à l'équilibre thermodynamique, ça c'est vraiment quelque chose de bien ancré dans la physique. Quand on a équilibre thermodynamique, on a ce qu'on appelle, quand on fait ce qu'on appelle un bilan détaillé, on s'aperçoit que les réactions élémentaires elles-mêmes doivent être symétriques et se faire avec la même probabilité, à l'équilibre thermodynamique. Donc si on ne veut pas que ça ait lieu, il faut qu'on soit en dehors de l'équilibre thermodynamique. C'est ça les 3 conditions de Sakharov, il faut absolument qu'elles soient vérifiées si on veut un excès de matière aujourd'hui sur l'antimatière. Il se trouve que ces conditions de Sakharov, elles sont effectivement remplies dans le modèle standard. La violation du nombre baryonique, c'est quelque chose qui est observé, mais qui est faible. La violation de C et de CP, c'est aussi quelque chose qui est observé. La rupture de l'équilibre, c'est aussi quelque chose qui est vrai. On est dans un univers aujourd'hui qui n'est pas en équilibre thermodynamique.
On a des choses qui sont froides, des choses qui sont chaudes dans l'univers, ça c'est l'évidence. Hein. Le Soleil est chaud, la Terre est plus froide, voilà, bah, ces deux corps-là sont là, on n'a pas d'équilibre thermodynamique entre les deux. Et de manière plus précise, quand on étudie l'évolution de la matière du milieu au cours du Big Bang, on s'aperçoit qu'effectivement c'est une évolution perpétuelle et on n'a pas d'équilibre thermique. Donc les trois conditions, en toute rigueur, de Sakharov sont effectivement vérifiées, mais en fait quand on regarde dans le détail, ces trois violations-là sont trop faibles et ça ne peut pas du tout expliquer l'excès de 1 pour 1 milliard dont on a besoin pour comprendre l'excès actuel de matière sur l'antimatière. Donc on ne comprend pas aujourd'hui, dans le cadre du modèle standard de la physique des particules, l'excès de matière sur l'antimatière. Même si les ingrédients, en toute rigueur, sont là, ils ne sont pas suffisamment importants pour donner une réponse. Il y a éventuellement dans les théories de grande unification, donc des théories qui cherchent à aller plus loin au point de vue de la description des particules élémentaires, des pistes sérieuses pour violer le nombre baryonique et C et CP de manière beaucoup plus forte. Et donc c'est vraiment une piste importante ça pour la cosmologie. Si effectivement on arrive à trouver une théorie de grande unification, donc les cosmologistes sont très satisfaits si cette théorie en plus explique l'excès de matière sur l'antimatière. Alors l'autre possibilité, c'est peut-être que simplement on n'a pas pris le truc dans le bon sens, peut-être qu'effectivement on a un univers qui est symétrique. On avait ici l'avant que je n'ai pas voulu qualifier. On a ici autant de matière, on a peut-être un peu plus de matière que d'antimatière, ou autant, peu importe. Imaginez qu'on en ait autant, voilà, on a un univers qui est symétrique. Mais il y a peut-être des endroits dans l'univers où statistiquement il y a de la matière qui a survécu, et à d'autres, statistiquement, de l'antimatière. On serait peut-être nous dans un endroit où il y a de la matière, mais on va un peu plus loin dans l'univers, et ça va être un excès d'antimatière. Et du coup, l'univers serait, dans son ensemble, en moyenne, symétrique. Alors si c'est le cas, on est mal, enfin ça dépend. En tout cas, on a quelques tests expérimentaux du fait que les objets autour de nous sont faits de matière et pas d'antimatière. Ça, c'est une expérience très connue qui a montré que la Lune est faite de matière et pas d'antimatière. Donc quand Armstrong a posé le pied sur la Lune, si ça avait été de l'antimatière, on l'aurait vu depuis la Terre sans la télé. Hein. Le contact du pied en matière d'Armstrong sur la Lune d'antimatière aurait fait tout un tas d'annihilation et on aurait eu toute une bouffée de rayons gamma et il n'aurait pas eu le temps de dire sa petite phrase du tout. Hein. D'accord. Bon, je plaisante ici évidemment. Hein. Bon, on sait par d'autres moyens que la Lune n'est pas faite d'antimatière. Il y a tout un tas de météorites qui arrivent dessus tout le temps. On le saurait depuis longtemps. Quoi. Bon, mais pour Mars, c'est pareil, bon, pour une raison qui est à peu près la même. Mais bon, en gros, le système solaire est fait de matière, ça c'est absolument sûr. Donc notre galaxie aussi. S'il y avait des parties de notre galaxie qui sont faites d'antimatière, assez rapidement, ça viendra en contact avec la matière et puis on verrait des bouffées de rayons gamma partout et on n'en voit pas. Enfin, pas de celle-là en tout cas. Mais pour le reste de l'univers, on peut se poser la question. Comment on les détecterait d'ailleurs? Si effectivement il y avait des antigalaxies ailleurs qui sont faites d'anti-étoiles, à quoi est-ce que ressembleraient ces anti-étoiles? Ben voilà, vous avez ici une photo. Attention, scoop, première photo d'une anti-étoile. Ben, ça serait rigoureusement la même chose. Et ça, c'est dû au fait que les photons sont leurs propres antiparticules. C'est-à-dire que si on imagine une anti-étoile qui est entièrement faite d'anti-noyaux, hein, qui sont en train de fusionner pour faire des anti-hélium, donc les mêmes réactions que chez nous dans notre Soleil, mais avec des antiparticules, ce qu'on envoie, nous, c'est les particules qui sont émises au cours de différentes réactions là-dedans. Donc ça émettrait effectivement des antiphotons, vu que c'est fait d'antimatière. Or, l'antiphoton, c'est la même chose que le photon. Donc, ce qu'on détecte, nous, on n'a aucun moyen de savoir que ça a été fait par des antiparticules ou pas. Et du coup, observationnellement, dans un télescope, une anti-étoile, ça a exactement les mêmes propriétés qu'une étoile faite de matière ordinaire. Donc, on n'a pas de moyen direct, en observant un objet, de savoir qu'il est fait d'antimatière. Du tout. Donc, cette hypothèse ici d'antigalaxie ou d'anti-amas de galaxies qui soit faite d'antimatière, elle a été prise assez au sérieux. Même très au sérieux, notamment par un prix Nobel qui est Samuel Ting, qui a poussé assez fort pour que l'expérience AMS dont j'ai parlé tout à l'heure soit installée. Et l'idée de départ, en fait, sur laquelle il insistait beaucoup au départ, c'est qu'il voulait un deuxième prix Nobel, même s'il n'a pas dit comme ça. Ça va être enregistré aussi? Ok. Bonjour. Ok, je reprends. L'idée, c'était d'essayer de détecter un anticarbone. Donc, je reprends. AMS, c'était une expérience qui était faite pour détecter assez efficacement l'antimatière, les antinoyaux. Et si on arrive à détecter un anticarbone ou un antihélium, on ne connaît pas du tout dans l'univers aujourd'hui des processus suffisamment peu rares pour que ça se fasse. Elle n'est pas super ma phrase.
c'est impossible statistiquement aujourd'hui de voir un atome d'anticarbone qui serait fait par des réactions dans les rayons cosmiques ou je ne sais pas quoi. On ne connaît pas de processus aujourd'hui qui fait ça. Le seul processus pour faire un noyau d'anticarbone, ça serait qu'on ait une anti-étoile qui fasse des réactions de fusion nucléaire et du coup là-dedans ça fait des noyaux de plus en plus lourds. De la même manière que du carbone peut être formé dans des étoiles. Donc, détecter un anticarbone, ça serait la preuve irréfutable qu'il existe des anti-étoiles. Et voilà, un des buts d'AMS, au début, c'était ça. Alors, ils en sont revenus pour différentes raisons. Les contraintes, en fait, sur la possibilité que des étoiles, des galaxies proches soient faites d'antimatière sont quand même beaucoup plus fortes que ce qu'on pensait à ce moment-là. Et plus personne n'y croit à ça. Hein. S'il y a de l'antimatière dans des antigalaxies, c'est forcément beaucoup trop loin pour qu'on puisse en détecter le moindre antiatome de carbone. AMS sert quand même à plein d'autres trucs, hein, on est d'accord, mais ce n'est pas son but principal. Et alors, pour terminer, il y a d'autres sources d'antimatière qui sont liées à des aspects plus spéculatifs, dont je vais dire 2 mots ici, pas longtemps. Ça pourrait être tout d'abord l'annihilation, la désintégration de nouvelles particules qui seraient reliées au problème de la matière noire ou l'évaporation de trous noirs primordiaux. Alors pour ceux d'entre vous qui ont visité le CERN, qui sont venus chez nous en Savoie la semaine dernière, il y en a ici? Quelques-uns, ouais. Donc vous avez exprimé le fait que la matière noire, vous en aviez jusque-là. Eh bien, je vais vous en parler quand même. Alors, non mais rapidement, hein, quand on regarde dans l'univers, en fait, on s'aperçoit que l'univers contient une grande quantité de masse sous une forme transparente. Donc on voit à travers, voilà, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là, on le sait parce que ça a une action gravitationnelle sur ce qui l'entoure. Donc, qu'on détecte de manière différente, ça attire ses voisins par exemple, ça fait aussi ce qu'on appelle des effets de lentille gravitationnelle, un effet relativiste qui dit que quand il y a un champ gravitationnel, la trajectoire de la lumière est courbée, ça dévie la lumière, donc on arrive à voir comme ça qu'il y a un truc gravitant, et quand on pointe un télescope, on ne voit rien, il y a un truc gravitant mais on ne le voit pas, donc c'est la matière transparente qu'on appelle aujourd'hui matière noire, ce qui n'est pas le nom le plus adapté parce que ce n'est pas noir du tout, hein, c'est transparent en fait, voilà. Donc je propose le néologisme matière transparente, mais ça ne va pas prendre, je pense. Bref, donc il y en a beaucoup, on ne sait pas de quoi c'est fait, il y a plein d'hypothèses qui sont faites sur ça. Voilà, alors ça c'est les hypothèses des physiciens des particules. Ça c'est le physicien des particules standard, on va dire. Voilà ce que ça fait dans la vie. C'est le petit gars qui est en dessous, là, le physicien des particules. Lui c'est Dieu, on ne le reconnaît pas bien, mais c'est Dieu. Donc c'est... Non, pardon, j'ai tout mélangé... Lui, c'est Dieu, et lui, c'est le prof de dessin de Dieu. C'est pour ça qu'on ne le reconnaissait pas, d'accord. Et donc, le prof de dessin de Dieu dit « Jeunes gens, voyez ce que Monsieur Dieu nous a pondu là. » Et donc, Dieu dit « J'ai extrapolé, je suis me laissé submerger par la passion, l'espoir d'un monde plus beau est entre nos mains, notre pouvoir créatif est sans limite. » Alors voilà, les physiciens des particules, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'avec des théories, ils arrivent vraiment à faire des théories de manière très imaginative et à pousser l'imagination, appuyer sur des techniques, de la mathématique, etc., mais à pousser ça très loin. Et on a pu assister pendant les 30 dernières années à vraiment une explosion du nombre de particules nouvelles qui ont été proposées par des physiciens des particules pour résoudre des problèmes de physique des particules. Rien à voir pour l'instant avec l'astrophysique ou la cosmologie. Donc il y a des théories, en fait, des nouvelles théories de la supersymétrie qui prédisent l'existence de nouvelles particules. On peut avoir l'existence de neutrinos stériles qui seraient massifs, on peut avoir dans notre univers des dimensions supplémentaires, on peut avoir des théories de grande unification. Tout ça, ce sont des solutions qui ont été proposées à des problèmes de physique des particules. Et il se trouve que toutes ces théories proposent aussi, un des sous-produits de ça, c'est qu'il devrait exister des particules d'un type nouveau. Voilà. Ça intéresse énormément les astrophysiciens et les cosmologistes, parce que tiens, peut-être qu'une de ces particules-là, c'est ce qui constitue la masse, la matière noire là, dont on ne sait pas de quoi elle est faite, peut-être qu'elle est faite de ces nouvelles particules. Et du coup, il y a tout un champ de la physique comme ça qui s'appelle l'astrophysique des particules, qui mêle la physique des particules et l'astrophysique. Et la matière noire est vraiment un des domaines, un des sujets de prédilection des gens qui font de l'astrophysique des particules. Donc du coup, la matière noire, si elle est faite de ces particules d'un type nouveau, là, on peut peut-être espérer la détecter de la manière suivante. Si vous avez deux de ces particules nouvelles, là, je vais par exemple les appeler des neutralinos, juste pour dire le nom. Neutralino, c'est une particule qui est prédite dans le cadre de la supersymétrie, qui est une extension du modèle standard de la physique des particules, dont je ne vais pas dire plus que ça. Donc ça prédit l'existence de particules qui éventuellement sont stables et qui peuvent constituer la matière noire. Quand ces neutralinos se rencontrent, ils peuvent réagir et donner d'autres particules, par exemple de l'antimatière. Et donc si on a un grand nombre de neutralinos dans l'univers, on peut s'attendre à avoir un excès de positons qui sont créés par ces annihilations. Et donc une manière de chercher
cette matière noire sous forme de particules nouvelles, c'est de chercher les produits de leur désintégration et de chercher par exemple un excès d'antimatière. C'est pour ça que tout à l'heure l'excès de positrons au centre de la galaxie, là, il a beaucoup excité les gens, parce que certains se sont dit voilà, c'est ça. Effectivement, cet excès de positrons, c'est une des preuves qu'il y a effectivement de la matière noire sous une forme de particules élémentaires d'un type nouveau. Donc je vous ai dit mon sentiment sur ça, c'est pas aussi tranché, mais c'est quand même une piste effectivement qu'il faut garder en tête. Et ça, non, j'en parle pas. Voilà. Donc pour conclure, s'il faut retenir qu'une chose de la conférence, c'est que l'univers contient de l'antimatière, que l'antimatière c'est pas du tout quelque chose d'exotique et tout ça, c'est bien compris, on en produit, on fait des choses même pratiques avec, voilà. Qu'elle nous permet d'obtenir des informations importantes sur les phénomènes physiques qui se déroulent dans l'univers, des phénomènes de haute énergie, pourquoi pas sur le Big Bang lui-même, sur le déroulement des phénomènes pendant l'histoire de l'univers. Et elle pourrait aussi nous renseigner éventuellement sur de la nouvelle physique, si on s'aperçoit par exemple que l'antimatière obéit à des lois un petit peu différentes de celles de la matière, si par exemple on s'aperçoit que l'antihydrogène n'a pas tout à fait le même spectre que l'hydrogène, ça donnera des pistes vraiment intéressantes pour trouver des lois physiques qui soient nouvelles et qui décrivent mieux la réalité qui nous entoure. Donc je m'arrête là, je mets juste ici quelques pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est là. Si vous voulez aller voir un résumé, on va dire, de la conférence, il y a un dossier antimatière sur Futura Science qui suit d'assez près en fait, ce que je viens de dire ici. Les images ont été prises sur le site APOD, Astronomical Picture of the Day, qui est vraiment super. Et je me suis permis de voler des images à Manu Larsenet, que je ne connais pas et je ne vais pas demander son avis. Bonjour. Et je vous invite aussi à aller, si vous pratiquez Facebook et que ça vous amuse, donc sur le site Dictionnaire de physique de Facebook, assez régulièrement, on met des trucs rigolos ou intéressants. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Je m'arrête ici, merci pour votre attention.